Hello, hello! De retour pour vous jouer un mauvais tour. Haha. Donc, ça y est, on a réussi à avancer sur la partie TypeScript. Vous avez vu, ça a généré notre JS. Ce qui serait sympa en fait, c'est de partir sur. On aimerait bien que ça génère automatiquement ça. Alors là, c'est plus du TypeScript, hein, c'est lié à du JavaScript pur et avec toute une partie Webpack. Donc pour ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur du Webpack. Et ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on installe toute une partie Webpack. Donc on va installer Webpack. Et on va installer plusieurs plugins par rapport à ça. Donc la première, ça va être Webpack, Webpack client aussi qui va être intéressant. Donc on y va. Cette partie-là, on y va. Donc npm i installe Webpack. On va installer Webpack. Webpack, donc du coup, c'est un packager d'assets. Hein. L'idée, c'est de partir sur la capacité à prendre tous les packages JavaScript qu'on va générer depuis TypeScript, toute la partie CSS, la partie image, et tout réassembler pour que tout soit bien organisé dans des bundles d'initialisation. C'est vraiment ça qu'on va chercher à faire. Donc c'est vraiment cette idée qui va être intéressante. Alors pour la partie Webpack, on va installer aussi la partie Webpack CLI. Voilà, la partie CLI. Et puis on va rajouter une partie qui s'appelle TSLoader. TSLoader qui va être vraiment pratique, TSLoader, qui va permettre de charger en fait le TypeScript depuis Webpack. Voilà. On a donc du TSLoader. Alors je ne suis pas du tout en train de gérer les dev dependencies, hein. Je les mets dedans. Normalement l'idée c'est de bien différencier les deux. Là on est vraiment en phase de démo. Déjà on va avancer là-dessus. Et puis on va rajouter un dernier qui va être intéressant qui s'appelle le HTML Webpack Plugin. Je vais en parler. Hein. Qui va nous permettre en fait de prendre le HTML qu'on va utiliser, vous avez vu dans Dist, là, et il va nous permettre de générer automatiquement. C'est ce qui se passe par exemple dans Angular. Hein, c'est vraiment ce qui se passe dans Angular. C'est vraiment très, très pratique cette partie. Ok, on y va. Donc pour ça, une fois qu'on est là, on va mettre dans notre SRC, on va mettre un dossier donc template. Un template avec un as, pour qu'on soit. Ici, on va le décaler là, ce template. Et en fait, on n'aura plus tout ça, ça va s'écrire automatiquement. C'est ça qui va être intéressant, ça va s'écrire automatiquement. Alors, on va aller construire quoi? Ici, sur cette partie Webpack, on pourrait le faire avec ESBuild, on va le faire vraiment avec Webpack. On va rajouter un Webpack config. Ok. Donc, on va rajouter un Webpack config. Donc, c'est du JavaScript. Hein. Donc, on va rajouter un webpack.config.js. Alors là, sur ça, à chaque fois, j'en reprends plusieurs. Donc, on va aller prendre la partie développement. Tout d'abord, je vous avais dit qu'on prendrait le HTML Webpack. En fait, l'idée, c'est de... Vous voyez, on est sur du Require. Donc, on est du côté Node.js. Hein. Require, c'est vraiment du côté Node.js. Donc, c'est du JavaScript du côté Node.js. Alors, pourquoi on ne le fait pas en TypeScript? Parce que là, en fait, on a déjà tout prêt. On ne va pas recompiler cette partie-là. Elle nous sert juste pour la génération de notre JavaScript final. Puis après, on va aller construire, en fait, un module.export. C'est-à-dire, on va renvoyer un objet. Hein, c'est comme un export. Hein. On va renvoyer un objet ici qui va être celui qui nous intéresse. Ce module export, c'est vraiment toute la configuration qui va servir à Webpack. Pour ça, une fois qu'on l'a on n'a pas fini. Hein. Ici, on va mettre un mode. Il y a tout un mode qu'il va falloir récupérer qui va être le mode développement. On peut faire mode production, mode développement. De base, c'est en production. Ok. Et ça va être vraiment intéressant. Et puis, on va essayer de parler sur la partie optimisation pour dire on n'aimait pas s'il y a une erreur à l'intérieur. Hein, on ne génère pas notre bundle. Un peu comme on a vu en TypeScript, hein, vous vous souvenez? Et puis, on va aller regarder ce qui se passe avec le watch. Moi, je récupère dans notre fichier, mais je vous l'explique en même temps. Donc, c'est vraiment la partie watch qui permet de savoir, d'observer ce qui se passe. Et c'est là que ça va devenir sympa. Regardez, c'est là que ça va devenir sympa. On va utiliser ce qu'on appelle la notion de plugin. Et regardez bien ce qu'on est en train de faire. Cette notion de plugin, elle est intéressante parce qu'en fait, on peut rajouter autant de plugins qu'on veut dans Webpack, dans la configuration de Webpack. C'est en gros des middleware, on peut le voir comme ça. Même c'est pas l'idée, puisque middleware, c'est du côté HTML request, mais c'est un peu cette idée, on va rentrer dans le pipe en fait de génération, et là on va dire ok, pour la génération tu vas utiliser ce plugin supplémentaire, donc on greffe des fonctionnalités supplémentaires, et là en fait il va aller prendre le fichier qui s'appelle index.html, il va le chercher ce fichier index.html, et là par exemple il est présent, il va le chercher où? Il va le chercher ici dans src assets, donc là moi j'ai mis dans src templates, template, et je l'ai appelé index.html. En fait, on peut l'appeler comme on veut. Il va l'injecter où? On décide là dans le body, on pourrait décider dans le head, et la première ligne, il va l'appeler index.html. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de prendre un fichier, d'aller le copier dans le dossier dist, et
en plus, mettre tous les scripts qui vont être intéressants, dont on va avoir besoin sur la génération. C'est ça qui va être sympa. Comme ça, on n'a plus besoin d'y penser. Dernier point à savoir, c'est qu'on va amener ce qu'on appelle toute la partie module. La partie module, en gros, c'est le moteur initial de Webpack. Et on a des règles, en fait, sur ce module. On a des vérifications, ça, c'est des regex de recherche. Et on utilise quel loader? Tiens, le loader, vous voyez, TS loader. Ce TS loader, c'est celui qu'on a configuré dans notre package. Vous voyez ici, TS loader. Et ce TS loader va s'appuyer sur TypeScript, en fait, et donc TSC. Et vous voyez ici, la regex, ça dit quoi? Je commence par quoi? Point, TS, X n'est pas obligatoire, ça c'est quand on fait du TSX, hein, c'est quand on fait du JSX, donc toute la partie React, et c'est pas obligatoire, et on finit par là, donc ça finit vraiment la requête regex. Ok? La regular expression. Donc ça recherche du TS ou du TSX. Et ça va aller utiliser le TS loader pour charger nos fichiers. Ok? Voilà. Donc là on est pas mal. On va utiliser le resolve pour détecter que les fichiers qui nous intéressent. Ici. Donc en mode développement, ici on va utiliser le resolve qui dit ok, je ne prends que les fichiers TS et les JS dans toute la partie resolve. Et enfin, on va pouvoir dire ok, exactement comme on a fait avec le TSC, on va s'en inspirer, on va démarrer à partir de quel fichier. En fait là, on est en train de se placer au-dessus, hein, on prend la main sur TSC. Donc l'idée c'est que c'est nous du côté Webpack qui décidons ce qu'il y a à faire. Donc là on dit écoute, je prends la main et je veux que tu ailles chercher le src main TS. Exactement comme on avait fait dans tsconfig. Et enfin, on va aller dire, ok, tu vas aller sortir ça dans un fichier. On définit l'onTry, donc on définit l'output. OnTry, output. Donc vous voyez ici, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dire, ok, tu vas chercher le main.js. C'est quoi le main.js? Eh bien, c'est le main.ts qui a été transformé, d'accord? Et tu vas aller tout mettre dedans, et on va résolve dans le dirname. Alors le dirname, c'est une variable hein, qui est présente du côté de Node.js, qui peut dire où on en est rendu, c'est le directory en cours, et /dist. Donc c'est vraiment la concaténation des deux, d'accord? Ça va sur ça? Yes. Donc, dès qu'on est rendu là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me remettre en démarre, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, on va aller demander dans notre package JSON eh bien, d'aller construire notre Webpack. Je vais fermer tout ça. On peut utiliser avec ESBuild. Hein. Ici, on va faire un build. On va faire un build. Voilà, vous voyez, sympa. Et on va pas le faire en mode production, on va le faire en mode développement. Parce qu'en fait, ce qui est génial avec Webpack, c'est qu'on peut décider soit du mode, soit on va utiliser en fait un fichier. Config est égal à... Et là, on va chercher notre Webpack config. On peut choisir comme ça. Suivant qu'on est en dev ou pas, lequel on va utiliser, on peut définir le mode. Hein, le mode production est beaucoup plus fin dans le côté bundle, il va optimiser le bundle, et en plus, il va pouvoir actionner certaines générations qu'il ne ferait pas du coup en mode développement. Un exemple, toute la partie qu'on appelle source map n'est pas générée du côté prod. Si vous ne connaissez pas le source map, on pourra en reparler, mais sinon, en tout cas, sachez que c'est un fichier qui aide à débugger le TypeScript du côté console, qui donne l'impression que nos fichiers TS existent, alors qu'en fait, ils ne sont qu'une simulation, un aspect virtuel de notre JavaScript utilisé vraiment du côté navigateur. C'est super puissant quand on fait du debug, hein, plutôt qu'avoir le JS généré. Ok, on va tester ça tout de suite. On va faire un npm run, et là, après, on va faire un build. Et on va voir ce qui se passe. Bon, il y a souvent des moments que ça pleure un peu. Alors, path est undefined, parce qu'en fait, il y a toute une partie qu'on doit rajouter dans notre Webpack config. Ici, c'est le path. Hein. Le path, c'est, vous voyez ici, dans notre Webpack config, ici, on a mis path, mais path, en fait, c'est une variable. Hein. Donc, on va le récupérer du require path dans Node.js. Voilà, ça fait un petit peu Node.js, mais souvent, ça se retrouve ce genre de fichier. Alors, le no emit on error is deprecated in favor of optimization emit on error. Ok. Et on a un watch. Vous avez vu le watch, ce qui se passe, c'est qu'il reste en tâche de fond. Donc là, il va se réactualiser à chaque fois qu'on régénère. Pratique, non? Tout est en vert, donc ça fait du bien. Et on va aller voir dans le disque, qu'est-ce qu'il a fait. Il a généré un main.js avec l'ensemble de notre code. Ok, avec toute la partie main.ts en support. Il va avoir, regardez, toute notre partie élaboration. C'est pas super propre, hein. On peut aller optimiser ça. Là, c'est du eval, quoi. C'est un peu moche. C'est vraiment un peu moche hein, dans l'idée, on peut optimiser ça, mais bon, dans la génération initiale, c'est ça. On va pouvoir choisir en fait comment le générer. Et on voit dans l'index, regardez, c'est ça qui est magique, avec le HTML Webpack plugin, il a pris le src main.js
et en fait, il a pris, donc mon code a été généré d'abord, et après, il a été bundlé, et après, j'ai pu le récupérer. Ça, c'est génial. Hein. En fait, on va vraiment arriver à... Bena, il n'est pas là. Voilà, on va arriver à ça. Voilà, ce bundle-là. D'accord? Et ça, c'est quand même pas mal, moi, je trouve. Yes, donc bah là, il est mort, il est mort, il est mort. Alors, on peut rajouter un Webpack serveur qui est vraiment pratique aussi pour faire la vérification. C'est comme le système qu'on utilise avec le live server, mais ça le fait tout seul en fait. Ça rebuild tout seul. Donc là, bah, on a tout, on a nos fichiers, et puis bah, là, il nous dit reload, c'est impeccable. Yes, on a tout bon, c'est cool, vous avez vu? Donc juste avec un Webpack simple. On peut aller beaucoup plus loin sur Webpack. L'idée, c'est pas de passer sur une formation Webpack. Hein. Si vous voulez, on pourra en parler beaucoup plus tard, même si Webpack est en train de mourir. Je dirais pas mourir, mais de plus en plus, on s'oriente vers des moteurs autres Webpack. Je dirais que Webpack, c'est un peu comme jQuery, il a fait son temps, même s'il évolue, même si c'est comme une belle usine à gaz. On peut faire énormément de choses et des fois trop. Donc des fois, on veut chercher à aller plus vite dans la génération, on veut chercher à gagner en rapidité sur la compilation, hein, par exemple, et par exemple TypeScript. Donc on va chercher d'autres outils, et un des outils, je vous avais dit, c'est soit ESBuild, soit c'est Vue.js. Voilà. On va pas en parler durant cette étape, mais c'est sympa de le savoir. Par exemple, Angular, de plus en plus, nous oriente à... En tout cas, ils ont fait toute une partie, on va dire presque une branche à côté, qui permet de tester ESBuild. On ne le verra pas là, mais c'est bon à savoir. Ok, bon, bah c'est super, on a tout prêt. Bon, on a vu quand même qu'il y a du code à améliorer, hein, ça rival. Soit, on peut aller plus loin que ça. Voilà. Ok, mais au moins on a notre JavaScript qui est généré, on n'a plus besoin d'y penser, toute cette partie-là, on n'a plus besoin d'y penser. Donc c'est-à-dire que quand on veut faire du développement, du déploiement, il suffit de le passer en mode production, et en fait ça y est, il suffit de déployer ça sur un Firebase. Hein, si vous avez déjà fait du Firebase, il faut faire juste un Firebase init, après vous configurez le login, vous choisissez le projet, hein, et après une fois c'est gardé dans un fichier de Firebase dédié dans votre projet ici, c'est un fichier JSON, et à chaque fois que vous allez faire un Firebase deploy, ou publish, je sais plus si deploy ou publish, chaque fois mon cerveau mélange entre les deux, mais grosso modo on va déployer, et bien hop, automatiquement ça va aller déployer. Et ça c'est vraiment puissant. Tiens, on va la regarder. Firebase, je crois que c'est deploy. Il va me le dire, de toute façon il va pleurer. Parce que j'ai installé CNCLI global. C'est une parenthèse qui n'a aucun rapport avec TypeScript, mais quand même, si, parce qu'en fait, une fois c'est généré, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoute, Firebase is not, voilà, bon, c'est bien ça, c'est deploy. Il faudra mettre à jour, mais c'est un autre sujet. Donc là, il y aura juste à faire un Firebase deploy de ça sur un HTML. Il y a des serveurs web que Firebase propose gratuitement, et hop, c'est fini, ça fonctionne. Génial. Génial. Ok, bon, on est prêt, on va pouvoir continuer comme ça notre TypeScript. Donc ça, c'est vraiment une étape clé de l'avancée TypeScript. Au moins, on a pouvoir tester du côté web. Super. On ne touche plus à rien là-dessus. Ok, on va continuer, on va recentrer sur nos besoins. Ici, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Comme je vous dis, je le fais quand même en accéléré, comparé à une formation qui serait présentielle ou distancielle. On va quand même essayer de travailler toutes les notions. Donc là, en fait, cette classe, c'est pas bien de la mettre là. Le main, en fait, c'est l'orchestreur de tout. Si c'est l'orchestreur, ça veut dire qu'on va rajouter ici dans notre SRC, on va rajouter une classe qu'on va appeler Wookie. Pas Wookie, Hobbit. Je vais y arriver. Hobbit. Donc là, on va respecter le kebab case. Ok. Et on va mettre notre classe ici, Hobbit. J'ai tellement l'habitude de faire des Wookies. C'est bien, ça me change un peu. On va tenter de recompiler. Ici, on va tenter de recompiler. On va faire un npm run build. Et là, regardez, il y a une erreur. Ce qui est génial, en fait, c'est qu'il me dit, écoute, je ne trouve pas le... Oui, j'adore les erreurs. Moi, c'est vrai que c'est assez bizarre, mais c'est peut-être une déformation professionnelle j'ai toute une partie aussi testeur. Hein. Donc, c'est peut-être ça. Mais j'adore les erreurs parce qu'en fait, je trouve que c'est là que ça amène le challenge. Alors, quand on débute, c'est pas ce qui est le plus agréable. Vraiment. Moi, à chaque fois que j'apprends, j'aime pas qu'il y ait des erreurs. Par exemple, quand à chaque fois que je fais je tente sur la partie MAUI ou la partie Android Studio, des choses comme ça, toujours des erreurs partout. Bon, mais là, vu que je connais, je trouve ça sympa d'en voir. Et en plus, c'est des erreurs qui sont, je trouve, agréables. Alors, TypeScript emit no output. Hein, ça, c'est important à voir. Ce qu'on voit ici, c'est quoi? Cannot find name Hobbit. Bah, attends, comment ça? Alors, attendez, on va tenter de supprimer ça. Il me dit qu'il n'arrive pas à trouver. Pourquoi? En fait, ici, il y a un lien. Vu que dans mon TS config, j'ai dit qu'il ne build qu'à partir du main TS. Plus exactement, dans mon webpack config, j'ai dit qu'il ne passe que à partir du main TS. Eh bien, on va aller, en fait, sur cette partie-là, dire que il ne trouve pas ce fichier. Il n'y a pas de lien entre les deux. Ce qu'il faut voir en TypeScript, et d'ailleurs, ça fonctionne pareil en MJS, c'est-à-dire en module JavaScript, les ECMAScript modules,
c'est que chaque fichier est un namespace, un espace de nom. Il faut le voir comme quasiment une DLL, si vous connaissez DLL. Et de base, en fait, l'espace de nom peut protéger l'ensemble des variables qui est à l'intérieur. Variables, classes, fonctions, etc. Donc, en fait, elles sont internales. Elles ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. Pour qu'elles soient accessibles, il faut faire une référence. C'est le required du côté Node.js, mais c'est le côté ici qu'on va appeler le import. Donc, c'est ce qu'on appelle la syntaxe ECMAScript module. On y va. Comment on fait ça? On va dans notre Hobbit et on décide ou non de la rendre visible de l'extérieur. Comment on fait? Deux techniques. La première technique, c'est le export. Ici, vous exportez la classe en tant que telle. D'accord? En tant que telle. Voilà, c'est le export. Qui dit export dit, vous l'avez, import. Donc ça veut dire qu'ici, on va pouvoir aller faire, alors des fois VS Code y arrive, des fois pas. Contrôle point virgule, voilà, VS Code n'y arrive pas, ça m'énerve. Contrôle point virgule, normalement on doit le trouver. Contrôle espace, non plus. Voilà, il bug dans bien des cas, c'est un peu exaspérant pour un IDE. Et là, si on fait import de, il va être sympa, Hobbit from Hobbit, voilà, c'est la syntaxe. La syntaxe, c'est quoi? From, c'est le fichier que je vais chercher. Il va chercher soit un .js, soit un .ts. En fait, il le cherche tout seul. C'est un module TypeScript ou JavaScript. Ici, c'est TypeScript. Et vous voyez que derrière, automatiquement, il s'est mis à jour. On est en watch. Hein. Je remontre. On est en watch. Ce watch qui est ici permet de faire cette tâche de fond en continu. Il recompile. Okay, si vous faites du Angular, vous retrouvez ça, du React aussi dans la Create React App. Ok. Ici, donc, c'est le point à savoir. C'est-à-dire que, ça y est, on a fait le lien. Entre accolades, c'est toutes les classes, toutes les fonctions, toutes les variables qui sont exportées depuis le fichier, ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, si je fais pas export, et je fais donc une deuxième classe que je vais appeler test, hein, juste pour tester, cette classe test, je ne peux pas y accéder ici. Test n'est pas visible. Il écrit là parce que c'est une habitude, mais elle n'est pas visible. Ok? Donc ça va être intéressant pour protéger certaines données ici, certaines classes, certaines fonctions, certains ce que vous voulez. Ok, ça va être vraiment des réflexions à avoir. Qui vont casser un peu les habitudes qu'on a du côté back-end, où on dit un fichier, une classe, un fichier. Non, en JavaScript, TypeScript, on va avoir des notions d'isolation par namespace. Hein, c'est pas la notion de module qu'on pourra trouver. J'entends les vrais namespaces qu'on peut trouver aussi dans un module. Il y a plein de notions à voir. Non, c'est vraiment l'idée qu'on peut isoler par fichier. Ok, faut le voir comme une micro-DLL, quoi. Un package, il faut vraiment le voir comme un package si vous avez l'habitude des packages. C'est pas un package NPM, c'est un package JavaScript. Ok? Yes, il y a la deuxième façon en fait ici où on va prendre notre classe et là on peut faire une syntaxe comme ça et ici on va pouvoir faire export class default. Alors c'est totalement différent ça. Là c'est juste on dit ok ce fichier est représenté par défaut par le Hobbit. Hein, vous voyez c'est totalement différent, c'est-à-dire qu'ici on va pas mettre de accolade. Ici on va aller le récupérer comme ça. C'est ce qui est représenté par défaut. C'est, on va dire, l'entité qui représente ce fichier. L'un par rapport à l'autre, des fois, en fait, c'est que ça permet de cadrer, de dire, OK, il n'y a que celle-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en rajouter d'autres. Non, ça veut dire que là, au moins, on cadre, a priori, on renvoie que ça. C'est une façon aussi de parler. OK, une façon aussi de compiler. Vous voyez qu'ici, ça compile bien. Et si on regarde dans notre dist, dans notre main, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on va aller voir qu'il a le Hobbit qui va être récupéré. Et il va pouvoir le récupérer dans le chargement. Ok, miam miam, default, on voit bien le Hobbit, et là on voit ce qu'on appelle donc le source map. Ok, ça va sur cette notion-là. Donc bon, par habitude, moi j'ai plus cette partie-là. Hein. Je fais plus fréquemment comme ça, mais il y a des moments donné, ça peut être intéressant de faire un default pour représenter le fichier par défaut, qui représente tout ce qu'on veut renvoyer. Yes, alors qu'est-ce qui me pleure là-dessus? Bah oui, c'est la syntaxe. Et vous voyez qu'en bas, directement, on peut s'y fier. Voilà, ça y est, on est bien en compilation. Donc ça y est, on a une compilation que je préfère à celle de VS. Je suis tellement habitué à regarder en dessous sur la console. C'est un peu navrant, mais c'est comme ça. Yes, on a fini cette étape-là, c'est chouette, non? On a vu une deuxième notion, donc le export-import, très important. Et ça permet de cadrer un point. Regardez ici, je suis en train de préparer une classe que je vais appeler, qu'est-ce qu'il y a? On va parler de, je sais pas moi, voilà, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler des orques, tiens. Alors... à chaque fois, je sais plus si c'est orc comme ça, ou avec un cube. Bon, on va le faire comme ça. Je vais faire un export orc, classe orc. Pour l'instant, je fais des classes. Hein. Si vous connaissez un peu, vous savez qu'il n'y a pas que ça à faire, mais on va faire miam manger aussi, miam plutôt scrum. Voilà. Ok. Est-ce qu'il a relancé? Non. C'est ça l'intérêt. Hein. Est-ce qu'il a relancé? Non. Il n'a pas relancé. Il n'a pas relancé le moteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il a cherché à aller construire que
la dépendance à partir d'un fichier qui est défini ici, le main.ts. Ok? Tiens, juste pour ça, on va faire un petit test. Ici, si on enlève notre main.ts, je vais mettre en commentaire. Hop. Vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, cannot resolve, blablabla, blibli, src, je connais rien, il n'y a aucun alias de configuration, tu n'as rien, il n'y a pas de JS, il n'y a pas de TS, parce que j'ai mis dans le, ici dans le resolve ces fichiers-là. Il cherche en fait, il ne trouve pas. Ok, juste parenthèse, c'est important de le savoir. Ok, très bien. Ici, on va dire quoi? Je vais mettre un ES6, d'accord? On va relancer ça. Et voilà. Et là, vous voyez que il a fait quoi? src main qu'il a généré, src hobbit il a pris, pardon, il les a pris ces fichiers-là, mais il n'a pas pris donc du coup le orc dans les deux cas. Ça, c'est intéressant à voir. On va dans notre main.js, on voit quoi? Ici, on voit des exports des classes. Hein. D'accord? On voit des classes. D'accord? Elles apparaissent, ces classes-là. Intéressant. Intéressant. On va fermer. Ah, viens là, coucou. Viens là, s'il te plaît. On va fermer. On va dans le test config. On va remettre sur du test config ES5 et on va régénérer. Ok. On va fermer ça. On va fermer ça. On va dans le main.js. Et là, on voit, regardez, on revoit le target où ce ne sont que des fonctions. Donc, ça qui est intéressant. Sur certaines parties, le Webpack prend la main. Quel fichier tu veux, sur lequel tu commences. Donc là, c'est, vous avez vu, hein, dans le Webpack ici, il me dit « Hey, c'est ici que tu commences !» Alors qu'on l'avait déjà dit dans le test config. Hein, on l'avais déjà dit. On l'avait dit file. Mais c'est bien de le mettre quand même parce que ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir s'initialiser sur cette partie-là. Et après, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dire, ok, je pars sur ça, mais le reste de la configuration, c'est quand même tsconfig. Tsloader s'appuie sur tsconfig. Donc, ici, on va pouvoir définir la partie, et on remonte encore, E6, ok, ou E7, ce que vous voulez. Ok? C'est ça que je voulais vous démontrer. Voilà, on a fini sur cette nouvelle partie, ça c'est intéressant, d'avoir ces notions-là. Youpi! Bon, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va aller un peu plus loin maintenant sur toute la partie TypeScript. On va découvrir quoi? Un point qui est intéressant, donc du coup, c'est la notion de typage. J'aime le rappeler parce que c'est quelque chose qui est souvent oublié ou qui est méconnu. En fait, le TypeScript est d'abord basé sur une notion de typage, ce qu'on retrouve d'ailleurs du côté TypeScript, JavaScript, pardon. C'est-à-dire quoi? Ici, vous avez vu, hein, l'orc, vu qu'il n'est pas lié, hein, je le répète, l'orc ici n'est pas intégré. Hein, pour l'instant, tant que j'ai pas un import quelque part, il n'ira pas le compiler. Ça, c'est intéressant. Démonstration, hein, je remontre. Ici, si je fais un import... Non, pas non, bah oui, logique. On va faire orc from. Il est sympa, regardez. Il s'est inspiré de main.js, main.ts. Il est où mon orc? Ben là, en fait, vu que je ne l'ai pas appelé, regardez, il n'y a pas. Par contre, si je fais ça, let orc new orc, là, hey, il vient de l'appeler. Hein. D'accord? Vous voyez cette notion? C'est parce qu'il a une porte qu'il est automatiquement appelée. C'est bien ici qu'il définit en fait le fichier à générer. Donc ça, c'est intéressant aussi de se dire. Il y a bien cette notion qui est intéressante, qu'on appelle, il faut le voir comme un peu une base du tree shaking. Et en gros, j'élimine tout ce dont je n'ai pas besoin. Ok? Tout ce dont je n'ai pas besoin. Et donc ça devient intéressant. Et d'ailleurs, on le voit dans le VS Code, hein, ici, on voit le import qui disparaît. Il est en opacité. Et donc ça devient intéressant. On fait un Alt-Shift-O et ça le supprime même. Hein. Alt-Shift-O de base dans la configuration de base sous Windows. Je fais un CTRL-Z, je fais un CTRL-Z pour montrer. Et là, hop, ça y est, j'ai mon fichier qui est auto-généré sur mon orc. Ok? Et là, ce qu'il fait, hein, c'est qu'il ne régénère pas les choses qu'il a déjà générées. C'est aussi un gain de temps. C'est quand même Webpack est connu pour être lent dans la compilation sinon. Ok, dans la génération du bundle. Yes, donc on va passer maintenant à toute l'étape de typage. Je m'explique. On va aller dans notre Hobbit. Ici, notre Hobbit. On a mangé. Très bien. Et on va rajouter ici, il va manger la nourriture. Donc on pourrait dire, je mange de la nourriture. Juste de la nourriture. Et la tentation, c'est d'arriver à ça. Parce que la flemme, parce que je viens du monde JavaScript, parce que je n'ai surtout pas envie d'aller plus loin. Et miam, je mange de la nourriture. Ok? Je vais faire un Frodon qui mange de la nourriture. Il va manger, vous savez, beaucoup.
peux manger une pomme, pourquoi pas. Ok. Vous avez vu, j'ai mis un any. Attention à ça. Premier point à découvrir. Le any est banni. J'adore le dire. C'est hyper important à garder comme principe. Quel est ce comportement du any? Puisqu'on parle de typage, hein, ici, si on survole notre Frodon, vous avez vu, il y a écrit 2 points type. 2 points Hobbit. Orc, c'est 2 points Orc. Le 2 points quelque chose, ça dit le typage, hein, donc la reconnaissance du typage. Tout fonctionne à partir du type et du prototype en TypeScript. Vous allez voir. Le any est en train de casser ça. Ça veut dire quoi? Ici, je peux passer 1. Ici, je peux passer test. Ici, je peux passer ce que je veux, en fait, un objet. En fait, le any est quelque chose qu'il va falloir bannir. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un comportement qui se rapproche de JavaScript. En fait, il n'y a plus de contrôle de type. Or, nous, ce qu'on cherche à faire dans TypeScript, c'est quoi? C'est de garder le contrôle de ce dont je vais avoir besoin. Ma nourriture, j'ai besoin, par exemple, de savoir sa catégorie. Je ne sais pas, je donne un exemple. Hein. Ma nourriture, j'ai envie de savoir peut-être son poids dans le jeu. Je veux savoir aussi quel est le point de vie que ça va me donner. On est dans un jeu vidéo, hein. Donc si je mange, ça me donne des points de vie. Donc, on va aller construire un objet qui va représenter cette nourriture. Ok? Vous avez entendu, j'aimerais pouvoir dire ici, je veux qu'il y ait des points de vie. Des points de vie, des PV. Des PV qui vont donner une mise à jour. Ah, qu'est-ce que tu me fais, toi? Des points de vie qui vont me donner une mise à jour. Ok, dans un jeu, hein, je me balade, je prends une pomme, et hop, ça y est, on a de la musique, et puis youhou, on a une mise à jour de notre point de vie, soit un petit cœur en plus à la Zelda à l'ancienne, vraiment très très ancien, soit aujourd'hui ça se met un peu à jour sur une barre de vie, un truc comme ça. Ok, et il y a de l'expérience qui est mise à jour parce qu'on a choisi de prendre une pomme, enfin bref, etc. Donc là, l'idée, en fait, ce qu'on veut, c'est quoi? Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on peut très bien le faire comme ça. J'ai créé ni, je suis tranquille. On est obligé toujours de typer, hein. Donc je mets ni de base, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais quel est le problème de ça? Quel est le problème de ça? Eh bien ici, regardez, je vais pouvoir mettre manger comme ça. Je vais pouvoir mettre manger pomme. Du point de vue exécution, compilation, il n'y a flûte. Il n'y a pas de contrôle. Vous avez vu? Il n'y a pas de contrôle. Je ne sais pas si ce que j'écris là est juste. Je ne sais pas si je respecte, puisqu'ici écrit ni. Or, dans notre classe, qu'est-ce qu'on attend ici? Dans notre classe, on attend de passer avec un objet .pv. Ok? Un objet .pv. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'exécution ici de ce code? Si ici, je fais ouvrir avec Live Server, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir ici un undefined. Je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que mon objet, vous l'avez vu, n'a pas de PV. Ici, ni l'un ni l'autre ont l'attribut PV. Or, j'aimerais le contrôler au TypeScript. C'est ça que je cherchais à faire. Ok? J'aimerais contrôler que PV existe. Première piste, c'est de créer ce qu'on appelle une classe. Donc, on va rajouter un nouveau fichier qu'on va appeler nourriture. On va créer une classe, hein, vous allez voir. On va créer une classe. Et en fait, ici, on va faire un export classe nourriture. Si on est en langage objet, c'est comme ça qu'on va penser. Ok? Et on va aller dire, ok, bah il est sympa. On va dire, je veux des PV, on va même le mettre en private. C'est aussi la force de notre TypeScript, c'est qu'on peut mettre en private. Pour rappel, le private, le dièse existe que depuis une version en JavaScript, officiellement. Le dièse private existe depuis une seule version. Donc clairement, avant, c'était pas reconnu. Là, au moins, on peut contrôler que ce champ n'est pas accessible depuis l'extérieur. Et là, on a construit ici avec un PV. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on va passer? Au lieu de mettre une nourriture, juste any, on va plutôt le forcer avec nous. Ah bah, toujours pareil. Hein. Ça, c'est du VS. Voilà, VS dans tout son art. Alors, j'adore VS, hein, quand je dis, mais il a ses limitations qui m'exaspèrent. Ou en fait, non, c'est pas export, c'est import. Merci. Ok, voilà. Et dans cette nourriture, il dit quoi? PV et private. Vous avez vu? PV et private. J'ai réussi à protéger. Je vois d'ailleurs que j'ai des erreurs là. J'ai plusieurs erreurs, vous les voyez? Elles apparaissent de partout. C'est génial. C'est exactement ce dont j'ai besoin, hein, de contrôler ce que je cherche. Je veux m'assurer que PV existe bien, que c'est bien une nourriture. Ok? Donc là, on est vraiment dans un fonctionnement purement objet. Hein, d'accord? Donc on arrive à avoir ce contrôle à la compilation de ce dont on a besoin à l'exécution. Comme ça, plus de problème. Ça ne peut pas passer. Ok? Très bien. Et en plus, et là je vais me centrer là-dessus, on a mis un private. C'est super, on a protégé notre champ.
On va aller construire ce qui existe déjà en JavaScript depuis plusieurs versions. Ce n'est surtout pas un getPV comme ça. Surtout quand il vous propose ça, là, IntelliCode, vous lui pestez dessus. Non, gentiment. On est sympa quand même en dev. On s'aime bien entre dev quand même. J'aime pas la concurrence. Au contraire, là, on va lui dire, non, écoute, tu fais pas super bien. Non, on va utiliser le getter-setter. Ce qu'on appelle les properties en C#. Donc, on va écrire get. On va faire PV en majuscule, ou ce qu'on souhaite. Hein. Alors normalement, ça serait plutôt point de vie, si on fait un mélange, point, zut comme ça, point de vie. Vous allez voir, c'est assez particulier si vous n'êtes pas habitué à ça. On va renvoyer quoi? Un number. Ça doit le faire comme ça. Et on return un PV. On va faire un setter. Alors ça change un peu. Hein. Quand on vient du monde C#, on connaît bien ça. On va prendre une value de type number. J'adore le faire. Ok, et là on va faire this.pv. Reçoit value. Ok, on a un getter setter. Je viens de protéger ce champ privé et je viens donner des mutateurs, le mutateur et le getter. Je l'ai donné accès. Mais vous remarquez qu'ici il y a un mot clé qui est get. Il est reconnu comme mot clé. Il appartient à TypeScript. Hein. Il appartient à TypeScript. Et ça c'est important parce qu'en fait en JavaScript depuis ES6 ça existe aussi. Cette notion existe en fait. C'est juste une copie, hein, à part juste le 2 points. C'est quasiment ce qu'on va retrouver en JavaScript, ça. Ok, donc si on a ça, ça veut dire qu'ici, PV, ça n'existe plus. Il est invisible, regardez. Du point de vue JavaScript, c'est tout ce dont on va avoir besoin. D'accord? Vous avez vu l'idée? Et regardez ici, j'y accède exactement comme une property, comme si c'était une variable, un attribut de classe. Hein, ok? C'est génial, non? Vous avez vu? Ici, je protège, je construis, et ici, j'affecte. Alors même dans l'idéal, moi, ce que j'aime faire, c'est ça. Si on doit vraiment aller du côté pur, c'est ça. Alors là, il va pleurer parce que de base, il n'a pas de valeur initiale. On en reparlera de ça plus tard. Je vais mettre 0. Ok. Donc on a quelque chose qui est vraiment propre. Vous avez vu, j'appelle ça. Comme ça va appeler le this.pv à l'intérieur, this.pv.value. Donc on vient de contrôler nos points de vie. C'est super. Impeccable. Donc du coup, ça va nous obliger à avoir quoi ici? Des points de vie. D'accord? Ça va nous obliger à avoir des points de vie. Alors on y va. Il nous faut quoi ici? Il nous faut un new, nourriture, en passant 10. Il veut nous faire rappeler la nourriture. Merci, ça y est, il fonctionne enfin. Et là, pareil, on est obligé de rappeler quoi? La nourriture. Et on va passer 20. Admettons. Vous avez vu? Automatiquement, ça m'a forcé à avoir le type nourriture. C'est génial, non? C'est super. C'est le but de TypeScript. Détecter en amont ce qui va être exécuté et vérifié en aval. Et là, on a bien vu qu'il va récupérer la nourriture, le hobbit, tout ce qui a été mis à jour. Ok? Donc là, si on voit notre code dans l'exécution, je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà. Ici, miam miam 10 points de vie, miam miam 20 points de vie. Oh yeah! Ok? C'est ça qu'on souhaitait contrôler. C'est pas mal, non? Voilà à quoi sert le TypeScript. D'abord et avant tout, contrôler le typage en amont pour éviter le NI. Donc le NI est banni. Hein, le NI, on répète, est banni. Je répète encore une fois? Non, vous l'avez, le NI, il est banni, hein, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'on bannit en TypeScript? Le NI. Je fais exprès. Il y aura des cas très exceptionnels où vous aurez besoin, en tout cas, cette impression, où on verra ça, vous utiliserez ce qu'on appelle le unknown. On en parlera. Yes, donc là, on a réussi à voir ça. C'est tous les fondamentaux du TypeScript. Alors, moi, je vais aller un peu plus loin. Si on s'arrêtait là, c'est déjà chouette, mais on peut aller encore beaucoup plus loin. La première étape, déjà un peu plus. Hein. Le beaucoup, c'est pour donner une vision. Il y a une étape qu'on va passer maintenant sur le TypeScript qui est intéressante, c'est de se dire que ici, notre nourriture, en fait, c'est pas vraiment ça dont on a besoin. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on souhaite contrôler ici? Qu'est-ce qu'on souhaite contrôler ici? Est-ce que c'est vraiment la nourriture qui nous importe ici? Du point de vue objet, oui. Mais est-ce que c'est vraiment la nourriture? Non, je dis pas plus. Ok, on va y revenir. C'est parti. Regardez. Je vais déclarer ici une nourriture qui est comme ceci. Const ma nourriture reçoit new nourriture. Je mets 10 comme on avait fait. Vous remarquez quoi? Que je n'ai pas besoin de déclarer le type. Hein, je n'ai pas besoin de déclarer le type. Ici, si je survole, j'ai bien un type nourriture. Ce qui veut dire que je peux déclarer un let ma nourriture comme ceci. Nourriture 2. Donc on va le mettre en dessous. Là, je n'ai rien affecté. J'ai mis let parce qu'en fait, autrement, je ne pourrais pas changer sa valeur après. Le const, hein, ça oblige. Const et let sont vraiment en JavaScript ce qu'on utilise beaucoup. C'est sensible au scope où on est, c'est-à-dire dans les accolades. Donc ici,
on remarque la nourriture, on l'a instancié. Ici, c'est ce qu'on appelle l'inférence de type, on le récupère. Et ici, on a juste un type, mais ça cadre ce que je vais écrire. Ici, ma nourriture 2, je suis obligé d'utiliser soit une nourriture que j'instancie, soit une autre nourriture. Ok? Ça contrôle. Très bien. Allons un peu plus loin. Ma nourriture, je vais plutôt faire ça. Regardez. Je vais déclarer ici des points de vie. Et je vais déclarer ici... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je crois qu'il pleure sur quelque chose. PV, eh ouais, ça c'est le petit bug, hein, c'est que PV, on est obligé de faire ça. PV de type 10. Voilà. Il va pleurer sur le fait que ce type de nature propriété is private. Voilà, donc on ne peut pas l'affecter. Donc là, on va se retrouver dans un cas qui est un peu particulier. Donc ici, je vais essayer de vous le représenter autrement. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple, parce qu'autrement, on va partir sur autre chose. Je vais construire autre chose. Je vais construire autre chose ou je vais construire une arme. D'accord? Je vais construire une arme. Donc, on y va. Const. Parce qu'autrement, ça va amener d'autres notions que je ne veux pas amener pour l'instant. On va créer une classe qu'on va appeler arme. Donc, weapon, hein, si vous voulez, en anglais. On va avoir besoin d'une arme. Cette arme, elle a une puissance, en effet. Donc, on va créer une public puissance de type number. Et on va mettre même 10 de base. D'accord? Donc, cette arme-là, on va pouvoir l'instancier. Classe... n'importe quoi, const arme reçoit new arme, impeccable. Mais, et c'est là que je vais revenir, vous allez voir, vous allez comprendre, je pense. Je vais créer une deuxième arme, const, je sais pas moi, arc, qui est une arme, qui est cette fois-ci de type arme. Mais, regardez bien, je vais utiliser cette syntaxe-là. Donc là, on va mettre la puissance à 10. Voilà. Donc c'était ce que je voulais construire avec la nourriture, mais on avait un cas particulier avec le private que je voulais pas amener. Ça pouvait amener pas mal de notions un peu différentes. C'était pas le moment. Ça va, ouais, sur cette étape-là? On est rendu sur la compréhension du typage dans TypeScript. C'est la notion la plus importante à comprendre pour moi. Tout le reste, ce n'est que du plus qu'on va rajouter. Il y a plein de types différents. Si on a compris ça, on a tout compris en TypeScript. Donc c'est la notion de classe, d'interface, de typage. Ok. Ici, qu'est-ce qu'il y a à voir? On a notre arme. On a... à la ligne 18, l'instanciation de l'arme. Quelle est la différence avec la ligne 19? Est-ce que vous le voyez? Quelle est la différence avec la ligne 19? Vous voyez? Cette ligne 19, qu'est-ce qu'elle fait? Tiens, si on regarde la compilation, on va regarder notre main, on va chercher l'arme, on va chercher arme. Non, c'est là, s'il te plaît. Arme. Regardez. Il a bien généré la classe arme, et regardez quand je l'instancie. Ici, j'ai... Regardez cette déclaration-là. Est-ce que j'ai la notion d'arme? Aucune. Aucune. Ça, ce qu'on a là, ce que je viens de souligner, ce n'est pas du tout une arme. C'est un objet littéral. On l'appelle aussi singleton, on l'appelle aussi objet JSON, chacun vos termes. Le terme technique, c'est objet littéral. Cet objet littéral, vous voyez, il a quelque chose de très particulier. Il a les propriétés de l'arme, la classe arme. Il a les mêmes propriétés, ici puissance. Donc on peut dire que du point de vue prototype, c'est-à-dire ce qui définit les attributs et les méthodes, c'est le même. D'accord? Revenons à ce qu'on écrit. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? À la ligne 19, en TypeScript, je viens d'écrire que c'est un arc qui est en fait un objet littéral qui n'est pas du tout une arme. J'insiste bien. Je ne passe pas par le constructeur de l'arme, s'il y en avait un. En fait, j'ai simplement fait quelque chose de très important. Je viens de contrôler le type. Je viens d'imposer le fait qu'il doit être exactement pareil du point de vue prototype. Ok? Ça me servira à quoi ça? Si ici je fais une fonction qui va s'appeler mise à jour arme ou afficher arme, on s'en fout. Afficher arme. Je vais prendre une arme et je fais console de puissance. Mon but ici, en fait, c'est pas vraiment d'afficher l'arme, c'est d'afficher la puissance, admettons. En fait, c'est pas d'afficher l'arme, c'est d'afficher la puissance. Donc je vais pouvoir l'utiliser comment? Regardez, afficher puissance, je vais prendre mon arme et je vais prendre mon arc. Ça déroute, non? La ligne 26, elle est logique. Je demande une arme, j'instancie une arme de la ligne 18, tout va bien. La ligne 23 va exécuter la même chose, donc mon 26 fonctionne bien. La ligne 26. Mais ma ligne 27, c'est un peu différent. J'ai un arc qui n'est pas du tout une instance d'arme, qui a simplement, en fait,
le cadrage du prototype. Donc, en fait, ce que je veux m'assurer, c'est simplement qu'il y ait la puissance dedans. Ok? Vous êtes prêts à la suite? Attention, hein. Il est 17h30, je peux comprendre que ça choque, tout ça. Regardez. Si j'enlève arme, qu'est-ce que ça change? Rien. Rien. Ça compile. Ça compile. Mais alors quel intérêt, Van, si on enlève le fait d'avoir le type d'arme? En fait, à ma ligne 19, qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous rappelez que si on affecte une valeur à une variable, automatiquement elle prend son type. Inférence de type, c'est génial. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai le type arme, c'est sûr et certain, et en même temps, c'est une instance d'arme. Impeccable. Là, ici, si j'ai quoi? Eh, regardez, c'est pas du tout écrit arme. Le type, c'est un type qui a été créé dynamiquement, en TypeScript, qui est accolade puissance number. C'est tout. Ok? C'est tout. Donc, dès qu'on affecte comme ça, les objets littéraux en TypeScript prennent un type. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'automatiquement ici, j'ai puissance. Et je ne peux avoir rien d'autre. C'est son propre type. Il est sa propre instance et son propre type. Attention, il ne passe pas par le constructeur d'armes. C'est vraiment juste un moyen de cadrer ce qu'on veut écrire. Donc soit je l'écris comme ça, sans imposer le fait que c'est une arme. Si j'ai envie de faciliter juste ce que je dois écrire dans arme, au moins le compilateur va le détecter. Ok, tu dois mettre tout ce qu'il y a dans arme. Mais, est-ce qu'on veut vraiment ça? En fait, on veut pas que ça soit une arme ou autre, on s'en fout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer uniquement qu'on veut afficher la puissance de l'arme. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Au lieu de dire arme, on va pouvoir dire ça. Je veux à tout prix qu'il y ait. Oups, voilà, la puissance. Vous voyez l'idée? Regardez bien cette ligne 23. Je viens de définir un type qui n'est pas du tout une arme. J'ignore complètement le fait que ça soit une arme. En fait, j'impose juste le fait qu'il y ait une puissance. Tu la vois, ma puissance? Et donc, cette puissance, c'est le seul point que je veux contrôler à la ligne 24. En fait, ce que je veux m'assurer, je le ferai autrement, if arm a bien la puissance. Hein, je pourrais faire ça. C'est bien détenu dans mon objet qui s'appelle puissance. Ouais, ben j'ai juste à créer un type en amont, en TypeScript, qui m'impose que ce que je peux passer à puissance, et ça va être contrôlé à la compilation. Comme ça, à l'exécution, je suis sûr et certain que tout objet qui a puissance fonctionnera. Là, ici, c'est le cas. Ok? Ça va? C'est ça le point clé à savoir. C'est le point clé. Donc, quel que soit ce que j'utilise. Ça veut dire qu'ici, je peux même aller plus loin. Je vais pouvoir créer dynamiquement un objet avec puissance à 20, 50, qu'importe. C'est un objet littéral aussi. Ok? Nouvelle étape finie. Voilà. En TypeScript, déjà, on est rendu à cette notion-là, où vous voyez que nous avons une étape supplémentaire de compréhension de ce que c'est le typage, le prototypage. En fait, il ignore complètement le fait que c'est une instance ou pas du point de vue déclaration. Là, ça m'aide juste à créer mon objet en gardant le même contrat. C'est une sorte d'interface en fait. Et là, je peux créer cette interface ici. J'impose un contrat. Alors quand on l'appelle une seule fois, ce contrat-là, c'est bon. Mais très souvent, ce genre de typage, on a envie de le déclarer pour qu'on puisse le réutiliser un peu partout. Donc on va essayer de nommer ce typage, ce qu'on appelle un alias de type. Et donc on va utiliser ce qu'on appelle type. Ok, bon, on va un peu réorganiser. Vous avez compris que le main.ts, c'est l'organiseur, hein, l'orchestreur. Donc il ne doit pas avoir de déclaration de classe ici. Donc toute cette partie-là, ici, toute cette partie-là surtout aussi, on va aller la déclarer où? DTC, ça marche, hein, dans ton code, mais surtout dans ton fichier. Et donc on va rajouter ici un nouveau fichier qu'on appelle armts. On va y déposer, si vous le voulez bien, pour cette dernière partie, toute la partie, ici, donc puissance. On va faire un CTRL X. On va y déposer toute la partie arm, ici, on va faire un CTRL X. Et on va aller faire quoi? Vous l'avez. Export. Et on peut exporter une fonction. Mais oui, bien sûr. Voilà, je viens de rendre lisible et accessible depuis l'extérieur de mon fichier C2. Donc je vais faire un CTRL point virgule, espérant qu'il retrouve. Oh, vilain. Vilain. Est-ce que toi tu vas y aller? Ah, tu VS, voilà, VS dans tout son art. Ok. Arm, super. Et regardez, là on va rajouter qui? On va rajouter
Il ne me le propose pas. Afficher puissance. OK. Et voilà. Vous voyez comment on peut appeler une fonction ici directement. OK. Et là, c'est bon, tout a compilé. Ça y est, ça fonctionne. Donc là, si j'affiche ma puissance, dans ARM, j'affiche un console log de ma puissance. Je vais mettre même puissance. Donc, je vais utiliser plutôt la syntaxe Alt GR7. Hein. Voilà, double Alt GR7. Je vais faire puissance, 2 points, et là je vais faire $accolade, et ça me permet d'appeler ma puissance. C'est du JavaScript, hein, mais c'est très pratique. Ce qu'on appelle l'interpolation. OK, OK. On va aller voir l'exécution. Puissance, ben voilà. Impeccable, 10, 10, 50. Voilà, nouvelle étape. Ça va? Ouais. Bon, j'ai oublié de faire quelque chose que normalement il faudrait faire, hein, ça. Slash étoile étoile, ça permet de donner une information, hein, affiche la puissance d'un objet de type arme ou ressemble. Ça permet de faire quoi ça? Regardez quand on survole, hein, on a l'information ici. On pourra même donner des informations aussi. Objet contenant une... Bah ouais, très bien. Une propriété puissance. Quand on survole, on a toutes les informations. C'est quand même plus propre et plus élégant, non? Documentation technique. Ok, je le montre une fois, je ne le ferai pas tout le temps durant la formation. Yes! Ben, c'est pas mal, non? Vous voyez l'idée? Donc c'est vraiment se détecter. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un type ici. Et attention, ça y est, c'est parti. On va aller créer un type qu'on appelle export type. Voilà la syntaxe. On va l'appeler arm type, c'est parfait. Mais moi, en fait, j'aime pas ça. Je vais plutôt utiliser with. Alors avec, hein, si on est anglais, on mettrait with avec puissance. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Pidip. Voilà. Et donc ici, on peut, vous avez vu, c'est un type, hein, ça fait type, le nom est égal, et accolade comme si on déclarait un objet littéral. Et donc à la place de ça, on va faire avec puissance. Comme ça, ce type, on peut l'utiliser n'importe où, en dehors de mon programme, de mon fichier TS. Ce qui veut dire qu'ici, au lieu de déclarer un type arm, je peux très bien dire, je déclare un type puissance. Voilà. Et ici, ça va être vraiment intéressant pour cadrer qu'il y ait bien au moins la puissance. D'accord? Là, on définit bien que c'est avec puissance. Et donc, mon arme, même si elle a autre chose, fera partie. Ça veut dire quoi? Que si mon arme elle a une puissance, et elle a aussi toute une partie bouclier. Bouclier. On va mettre à 0 au début, pourquoi pas. Regardez, ça compile. Parce qu'en fait, je viens simplement vérifier que la structure qui m'intéresse. Donc là, ici, mon arme a au moins la puissance. On appelle ça des fonctions polymorphiques. Pas mal, non? Voilà, on a fini cette étape qui est essentielle dans la compréhension. Ce n'est que de la compilation. Et un petit plus qui va introduire la suite. Quelle est la différence entre classe et type? Ça m'aide à la compilation, on est d'accord. Si je ne mets pas puissance ici, mais je mets puissance M, là, ma compilation va être refusée parce que je ne respecte pas le typage qui est ici. Ok? Très bien. Et dans mon arme à vrai, ça veut dire qu'automatiquement, je dois avoir au moins cette variable, cette property-là. Ok. Mais il y a une autre force. Le but, quand on est en développement web, hein, du côté back-end, c'est peut-être un peu moins pertinent, mais du côté front-end, c'est d'avoir un petit bundle. Vous savez, le bundle, c'est le fichier JavaScript qui est appelé du côté serveur vers le client. Plus petit, mieux c'est. À l'heure des gros JS qui font plusieurs mégas, on va essayer de chercher quand même à réduire ça. Grâce au tree shaking, et grâce aussi à cette technique qui est en fait que tous les typages de type ne se présentent pas. Regardez si on cherche, c'était quoi on avait fait avec, ce qu'on avait décrit, c'était avec puissance. Regardez dans mon JS, si je fais avec puissance, je ne l'ai pas. Ok, je ne l'ai pas. Le type qu'on a créé ici, avec puissance, n'existe pas. Il n'est pas présent en JS. C'est spécifique pour le TypeScript. C'est un moyen de contrôler ici que toute personne qui appelle ma fonction afficher puissance devra le faire avec un objet quel qu'il soit qui a une puissance, une variable, une property puissance dans l'objet, quel que soit. Donc que son prototype contienne ça, définisse ça. C'est tout. C'est tout ce qu'il importe. Ok? C'est ça l'idée.
Et après, vu qu'on a contrôlé ça, on est garant, ça garantit que tout ce code-là, il fonctionnera. Après, il y a des bugs de if, de for, de plein de choses comme ça. Mais au moins, ça garantit ce contrôle-là à la compilation. Et voilà toute la force de TypeScript aujourd'hui. Ok, voilà pourquoi on l'utilise. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je pense qu'on ne peut pas se passer de TypeScript dans un projet professionnel. C'est très beau, hein, c'est très bien de dire oui, j'aurais à faire du JavaScript, on peut faire plein de choses. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses dans JavaScript. Moi j'adore le faire. On peut faire la même chose en TypeScript. Il faut juste l'écrire un peu plus différemment. C'est un peu plus verbeux par moment. Par exemple, quand il s'agit de faire des dictionnaires avec des key off, etc. Mais bon, ça on y viendra. Ok, ça va? Ouais, bon ça c'est la base. Hein. C'est vraiment les fondamentaux de fondamentaux. Ce qui amène une notion ici, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir ici new nourriture? Eh bien, c'est la nouvelle notion, et ce sera la dernière étape pour aujourd'hui sur TypeScript, c'est que ici, sur ma nourriture, en fait, on n'a pas vraiment besoin de ça, ici. On n'a pas vraiment besoin de ça. En vrai, ce qu'on veut, il n'y a pas de vrai code, on n'a pas de vérification des points de vie. Voilà, c'est juste des points de vue en plus qu'on a en getter qui fournissent, donc il n'y a pas vraiment de mise à jour comme ça. En vrai, tout ça, on va pouvoir le changer et utiliser une notion qui est très dérangeante, qu'on va appeler interface. Et regardez ce que j'écris. J'utilise une interface. Je vais déclarer des points de vie de type number. Et là, je viens de construire mon interface comme un objet, comme un contrat, exactement comme le type. Ok? Exactement comme le type. Et quand je vais dans main.ts, je ne peux plus faire de new, car l'interface est soit appelable dans une classe, j'implémente mon interface, ça c'est du pur objet, mais ça n'existe qu'en, vous l'avez TypeScript, ça n'existe pas les interfaces du côté JavaScript, enfin pour l'instant, alors où je parle en 2023, le 19 juillet 2023, ça n'existe pas encore, mais par contre, ça va nous permettre de cadrer. Mais l'interface, l'interface, permet d'être reconnue comme un contrat tel qu'on vient de le définir en type. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir faire quoi? J'ai ma nourriture, comment je la définis? Je la définis comme ça, ma nourriture. D'accord? Comme un objet, c'est un objet littéral. Point de vie. Et donc là, ici, pareil, je ne peux pas la représenter autrement. Point de vie, on adore. Ok? Et voilà. Là, je vais avoir un manger avec des points de vie. Je déclare bien ici un prototype qui définit cette interface. Ok? Quel est l'intérêt de l'interface? Tout d'abord, l'interface ici dans nourriture, à la place, c'est un désintérêt, au sens, ce n'est pas une classe, donc on ne peut pas passer par le constructeur. Ça ressemble énormément au typage, mais par contre, l'interface peut être implémentée dans une classe. D'accord? Ça veut dire quoi? Si, imaginons, je vais créer une vraie classe métier qu'on va appeler nourriture élaborée. Admettons, je dis au pif. On va pouvoir faire un implement via la implements de nourriture. Ok? Par exemple, là. Vous voyez? Donc, je vais pouvoir implémenter. Mais ça, pareil, ça disparaît du côté compilation. Ok? On va aller voir. Hein. C'est ça l'intérêt. C'est que si je cherche la nourriture, voilà. Nourriture. Alors, j'ai bien le nourriture minuscule, mais je n'ai pas le nourriture majuscule. Vous voyez l'idée? Donc, je peux cadrer et ma classe avec imposé qui est point de vie ici. Je peux cadrer la déclaration d'un objet pour qu'il ait exactement la même structure, à savoir accolade point de vie, quel que soit l'objet, ou c'est même une autre classe qui définit ça. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le droit de faire, par exemple, new, nourriture, élaborée. Voilà. Ok. Et ça marche. Parce que dans nourriture élaborée, vu que j'ai cadré que ma nourriture élaborée, elle a le contrat identique nourriture, c'est pas le fait que j'implémente ça. C'est pas le fait que j'implémente. D'accord? Ouais, vous l'avez ça. Ici, c'est pas parce que j'implémente que ça fonctionne. Ici, j'ai dit j'attends nourriture, mais c'est pas le fait que j'implémente. Ouais, si j'enlève la implement, regardez. Nourriture élaborée, ça compile toujours. Hein? C'est vraiment un point clé, ça. Hein. Ici, ce n'est pas le fait que j'implémente. Tout le monde le croit, ça. Mais non. Non, il vérifie juste le typage. Donc, le prototype. Là, je vais... tant que j'ai point de vie de type number, hey, il me TEP, ça fonctionne.
pourquoi je vais faire un implement? D'abord parce que je veux penser objet, ça c'est très bien, mais c'est surtout parce qu'en fait ça va m'aider au cadrage. Je ne sais pas, là je l'ai visible, hein, mais des fois je l'ai pas, c'est dans un package à côté, je n'en sais rien comment l'écrire point de vie. Si j'écris point de vie sans S, comment je veux m'assurer que j'écris bien comme ça, si je l'écris mal? En JavaScript, ça serait un undefined, hein, si j'écris point de vie comme ça. Là, vous avez vu, automatiquement, il me dit, bah non, il faut que tu aies point de vie avec un S. Ah, d'accord. C'est juste ça, ça me garantit, en faisant implement. Mais ce n'est pas ça qui fait que ça fonctionne du côté main. D'accord? Du côté main, ce n'est pas ça, la nourriture, là. Ce n'est pas ça. Ouais, ce n'est que le typage. Parce que derrière, ça disparaît, cette notion d'interface. Ok? Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste m'assurer que point de vie avec un S, D majuscule, V majuscule et E, comme ça, quoi, en camel case, ça soit présent. Ok? Voilà. Ça, c'est l'étape, je dirais, clé. Après, la différence entre interface, type et classe, je pense que vous l'avez. Type et interface se ressemblent dans le principe que ce n'est pas généré, donc c'est à privilégier. Dès qu'on veut utiliser un constructeur et des getter-setters, il faut privilégier la classe. Un exemple typique du constructeur, c'est qu'on va faire de l'injection dépendance. On va le voir demain. Le getter-setter, c'est qu'on va faire des contrôles au moment de l'affectation. En dehors de ça, privilégier les interfaces pour les DTO, les DTO, Data Transfer Object, et les types pour tout ce qui est vérification et énumération, etc. On en reparlera aussi demain. Ça va? Yes, on a fini sur le socle fondamental, on a encore plein de choses à voir. On n'a pas fini sur le socle complet, mais sur une partie essentielle du socle fondamental. Puis après, on va voir comment on peut utiliser les types de manière alias, de manière plus élaborée avec le undefined. On ira voir les type guards, élaborés et tout ce qui s'ensuit. Il y a plein de choses à aller voir autour de ça. À demain, on se retrouve demain. Demain matin, je ne serai pas disponible, ça sera demain après-midi. Normalement, alors je vais regarder ça tout de suite pour vous dire. Demain après-midi à partir de 15h, je serai disponible. Ciao. Codez bien d'ici là.